React Email version 2.0 ainsi que Bun qui lance un shell cross-platform. C'est parti pour les actualités de la semaine du lundi 29 janvier 2024. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Donc cette semaine, on va tout d'abord parler de React Email 2.0, car donc c'est une nouvelle version majeure de cette librairie que je trouve super intéressante. Alors même si je ne développe pas sur React, je développe sur Vue, clairement c'est une librairie que je pense j'utiliserai si j'étais sous React. Alors pour en parler un peu plus de cette V2, déjà React Email, en quoi ça consiste? En fait, ça consiste à écrire, à designer en quelque sorte des emails à partir de components React. Et on peut même réutiliser d'autres components spéciaux de React Email afin d'avoir des affichages donc, qui sont un peu, qui sont meilleurs tout simplement au sein des emails. C'est-à-dire que React Email va prendre votre component que vous avez créé spécial pour que ce soit un email et va après le convertir donc dans du HTML, CSS pour que ce soit donc lisible et bien formaté au niveau donc des différentes boîtes mail de vos utilisateurs. Et ça c'est intéressant parce qu'en plus il y a tout un système de preview, une preview qui a d'ailleurs été améliorée dans cette V2 où on a par exemple une preview possible pour les mobiles, donc quand vos utilisateurs vont lire vos previews sous mobile. Donc là vous voyez c'est tous les dossiers et donc après components qui vont en fait devenir des emails et qui vont être bien sûr réactifs également, enfin qui vont pouvoir avoir donc certaines variables qu'on va pouvoir leur envoyer et donc l'email va être personnalisé selon vos utilisateurs en fait. Et ça donc je trouve que c'est une librairie qui est très intéressante pour avoir un bon design d'email, un branding qui soit en fait consistant à travers tous vos emails et derrière vous pouvez associer ça à pas mal de différents providers d'email, mais notamment surtout Resend qui est donc en fait qui sont derrière donc React Email, qui sont une société qui vont permettre d'envoyer des emails et donc forcément l'intégration entre Resend et React Email va être bien meilleure. Et donc voilà au niveau de cette V2 là, donc il y a une amélioration au niveau du système de preview, également ici par rapport au système de fichiers et d'arbres de fichiers, d'autres choses par rapport notamment aux performances. Il y a beaucoup de performances qui ont été faites sur les différents tests qu'ils ont fait au niveau donc du build. Et bien avant ça mettait 40 secondes pour build pas mal d'emails et maintenant ça met 7 secondes. Donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux notamment au sein des performances. Et ils ont aussi des nouveaux components, comme je vous disais, il y a des components spéciaux pour React Email, notamment un component code block par exemple, qui va prendre en compte un thème, ici Dracula, et donc on va retourner un code block et derrière au niveau de l'email, et bien ça va en fait formater, vous voyez, ça va créer du HTML CSS pour que ça formate du code selon le thème que vous avez mis, et c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir ça. Pareil pour du inline code, hein. Maintenant il y a un peu ce truc là de inline code qui est présent sur GitHub ou sur les readme, Markdown, etc. C'est intéressant, et ils ont également amélioré les déploiements par rapport à Vercel et autres. Donc voilà, React Email 2.0. Ensuite, cette semaine, on va également parler de The Bun Shell. Alors, The Bun Shell, c'est quoi? C'est un nouveau shell que Bun a développé. Mais d'abord, petite mise en contexte. La mise en contexte, c'est celle-ci. Comment, en fait, exécuter du shell script à partir du JavaScript. Donc, il y a plusieurs moyens. Il y a le child process, mais ici, ça va dépendre donc de l'OS où vous êtes, que ce soit donc Linux, Windows ou macOS. Donc, vous allez devoir faire différentes commandes. Ensuite, eh bien, il nous dit forcément qu'il y a pas mal de paquets qui se sont développés pour qu'en fait ce soit du cross-platform shelling via JavaScript. Par exemple, Rimraf qui permet de faire donc un rm-f de manière cross-platform parce que le rm-f ne marche pas sur Windows. Et on a la même chose pour les variables d'environnement. Le fait d'écrire foo est égal bar, eh bien en fait c'est quelque chose qui ne marche pas sur Windows. Donc on va par exemple installer cross-env afin d'avoir des variables d'environnement qui se mettent partout au sein de l'exécution de script via JavaScript, etc. Pareil pour whichware, pas mal. Bon, bref, il y a pas mal de choses qui changent. Et donc là, ils se sont dit, eh bien, on va créer un seul shell qui est un peu comme Bash, mais pas tout à fait Bash, et donc qui va permettre d'exécuter des scripts du shell sur tous les OS, donc que ce soit cross-platform, en fait, cross-OS. Et donc ça, ils l'ont fait à travers cette variable $ ici, et vous pouvez voir que vous pouvez maintenant donc eh bien, exécuter des commandes un peu comme Bash, par exemple le ls de tous vos fichiers .js, et derrière, vous allez pouvoir donc exécuter ça. Et vous allez pouvoir éventuellement récupérer donc le stdout, c'est-à-dire que ce qui est renvoyé, l'output de la commande, vous allez pouvoir le récupérer dans une variable texte par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment fait pour être lié au JavaScript.
JavaScript. C'est-à-dire que des variables, par exemple, comme l'objet response, eh bien, ils vont pouvoir être directement inclus dans ces commandes-là. Donc, vous allez pouvoir enregistrer l'entièreté de votre objet response mis sous forme de texte, bien sûr, donc en toString, dans ici un gzip. En fait, vous allez pouvoir faire un gzip de tout ça. Donc, c'est intéressant d'avoir tout ça parce que c'est vraiment du shelling cross-platform et dédié au JavaScript. Donc on va pouvoir même faire du buffer, vous voyez des buffers, on va pouvoir les enregistrer ou quoi que ce soit. C'est vraiment très intéressant là-dessus. Alors une fois, je préfère le répéter, c'est pas un shell qui n'existait pas, le shell de Mac qui est maintenant cross-platform, c'est pas le shell de Windows qui est cross-platform, non, c'est du bash, mais c'est un bash-like. Si on regarde un peu dans leur documentation, doc, c'est un petit peu plus bas que c'était écrit, tac, 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 tac. Voilà, le shelling. Si on regarde un petit peu, ils sont sur du bash-like, vous voyez, au niveau de la familiarité. Et actuellement, quelles sont les commandes qui sont possibles? Tac, 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 c'est en bas. Voilà, les commandes qui sont possibles, c'est cd, ls, rm, echo, pwd, bun, etc. Il y a partially implemented, vous voyez qu'il y a du move, et not yet implemented, mais ça va venir, il y a du mkdir, cp, cat, etc. Donc voilà, ils sont toujours en développement, c'est encore expérimental, mais dans tous les cas, il y a toujours les opérateurs comme les pipes, etc. Vous voyez, le piping est possible, il y a également les chevrons, également comme ça, c'est possible. Bref, ils essayent de faire du bash-like et que ce soit donc cross-platform. Donc c'est une bonne chose, c'est un bon projet, je trouve, qui apporte encore une fois de la valeur à Bun, qui prouve que voilà, il n'est pas seulement là pour faire du Node.js en plus rapide, il est là vraiment pour construire un écosystème au sein du JavaScript et vraiment un écosystème cross-platform, que ce soit navigateur ou Node.js, ou alors même cross-OS via justement ce scripting-là. Donc c'est vraiment très intéressant. Autre chose maintenant par rapport à Shiki, je ne sais pas si vous connaissez Shiki, mais il vient de passer en V1 version bêta, sachant que c'était déjà un projet qui était assez solide, donc cette V1 bêta est déjà assez bien. En fait, c'est un projet qui permet donc de highlighter votre code. Donc si jamais vous avez un site web ou des articles, etc., où vous mettez des bouts de code et que vous voulez highlighter, donc que ce soit de la coloration syntaxique, vous pouvez utiliser Shiki pour ça. Shiki donc va prendre du code, du texte pur, va prendre un thème et ensuite va renvoyer du HTML, CSS pour que ce soit donc colorisé tout simplement. Donc là on a donc, vous voyez, du code de TypeScript qui est fait avec ce thème là, mais on peut changer de thème pour un autre thème et ça va changer tout ça en fait. Vous voyez, c'est assez intéressant et ça marche sur TypeScript mais sur beaucoup d'autres langages. On peut mettre par exemple du JSON et hop on va avoir notre JSON qui est colorisé. Et au niveau du guide, c'est extrêmement simple. Tac, 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 si je vais dans installation, est-ce que j'ai un peu de... Oui, voilà. Vous voyez que là, on importe code to HTML depuis Shiki. On a notre code qui est ici sous forme donc, de simple, c'est une chaîne de caractères. Et ensuite, on va récupérer du HTML en faisant code to HTML de votre code. Et ensuite, l'objet de configuration, qu'est-ce qu'il prend en compte? Le langage, ici c'est du JavaScript, et le thème, vitesse dark. Et derrière, ça vous renvoie votre HTML. Et en plus, c'est du three shaking. Donc ça veut dire qu'il y a, c'est ESM plus fully three shakeable. Donc ça veut dire que si vous utilisez un thème, ça va seulement utiliser ce thème-là. Ça ne va pas importer tous les thèmes à la fin dans votre build. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, Shiki.style, c'est vraiment, je pense, la librairie à aller à l'instant où vous voulez faire du syntax highlighting au niveau du HTML pour votre code. Dernière chose, cette semaine, j'ai envie de vous parler d'une alternative à JSDOM. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de cette librairie-là? Parce que dans un de mes projets, j'utilisais JSDOM pour faire notamment du parsing de HTML, mais également d'autres choses, parce que j'avais besoin d'opérations, de méthodes JavaScript par rapport à ces différents objets-là HTML. Et donc, ce que j'utilisais, c'était la librairie référence, c'est-à-dire JSDOM, qui est une librairie qui est là pour être 100% compliant avec donc le DOM des navigateurs. Donc, c'est-à-dire qu'on sait que le code qu'on utiliserait côté navigateur, il va marcher donc sous Node.js ou sous votre worker si jamais vous utilisez JSDOM. Mais en fait, le souci avec JSDOM, c'est que c'est très très lourd. Moi, les traitements que j'avais, il pouvait aller jusqu'à 2 minutes 10 pour un traitement d'une page HTML, etc. parce que je faisais pas mal d'opérations de récupération de données dedans. Et donc, j'ai essayé un moment de voir si je ne pouvais pas optimiser tout ça. Et je suis tombé sur cette librairie-là, Linkedom, qui permet en fait, qui est téléchargée, vous voyez, 400 000 fois par mois. Donc, c'est intéressant, sachant que quand même, à côté de ça, JSDOM, c'est 20 millions de fois par mois
mois ou par semaine, je crois d'ailleurs, qu'il est téléchargé. Donc JS DOM est vraiment beaucoup plus gros que LinkedDOM, mais LinkedDOM est très intéressant, il est là depuis plus de 3 ans et est toujours update, last week, vous voyez. Et donc j'ai remplacé simplement 2 lignes dans mon code, c'est-à-dire l'import de JS DOM qui est devenu l'import de LinkedDOM, et ensuite eh bien, j'ai remplacé simplement la ligne d'initialisation du DOM, et je suis passé en moyenne de 2 minutes 10 à 8 secondes de traitement pour le même résultat à la fin. J'utilisais exactement les mêmes fonctions, les mêmes méthodes JavaScript, etc., la même récupération des éléments, et je suis passé de 2 minutes 10 à 8 secondes sans aucun bug, le même résultat à la fin. Donc c'est très intéressant ce genre d'alternative, mais il faut quand même faire attention. Moi ça a marché parce que c'était finalement un parsing assez simple, mais il faut savoir que LinkedDOM ne vise pas et n'est pas 100% compliant avec les navigateurs. Le but de LinkedDOM, c'est justement d'être très rapide, beaucoup plus rapide que donc justement l'alternative comme JS DOM, et donc pour ça eh bien ils se permettent de ne pas respecter 100% voilà, les compliance donc des navigateurs concernant tout ce qui est JavaScript. Mais moi ça me pose aucun problème puisque mon parsing il est assez simple et généralement vous n'avez pas besoin forcément de choses extravagantes au niveau donc d'une récréation de DOM côté Node.js, et donc je vous conseille, si jamais vous utilisez JS DOM un moment, eh bien peut-être de tester l'alternative LinkedDOM pour voir si ça marche ou pas. Il y a d'autres alternatives que j'ai pu tester, mais je pense que la meilleure, c'est celle-ci. Donc voilà, je vous permets de la présenter cette semaine. Et c'est tout concernant cette semaine. Voilà, je vous mets bien sûr l'actualité les liens de toutes ces petites actualités juste en dessous en description. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dès lundi prochain. Je vous souhaite une très très bonne semaine et un bon codage.